Cette conférence va être organisée en 4 parties. Dans la première, on va poser la question des opérations psychologiques stratégiques. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'elles sont employées dans l'éducation? Dans un deuxième temps, on va regarder les exemples des opérations psychologiques lors de la colonisation et de l'esclavage. Dans un troisième temps, on va regarder les opérations psychologiques dans l'éducation post-coloniale. Et on finira par conclure et par apporter des recommandations. Donc, que sont les opérations psychologiques stratégiques et pourquoi sont-elles employées dans l'éducation? Alors, comme lors de ma dernière conférence sur les opérations psychologiques états-uniennes et leur évolution de 1950 à nos jours, il est important de commencer par comprendre ce que sont les comportements d'après la conception des États membres de l'OTAN. Donc, un comportement est défini comme une manière d'être, d'agir ou de réagir des individus. Et donc, on a des conditions qui vont être les causes des comportements et qui vont pousser un individu, si vous voulez, à adopter un comportement. Ensuite, on va avoir des conséquences des comportements qui peuvent être positives ou négatives. Donc, dans les conditions, on a des conditions internes et des conditions externes aux individus. Dans les conditions internes, on a les attitudes, donc les prédispositions des individus à répondre d'une certaine manière à un objet, à une personne ou à une situation donnée. On a les valeurs morales, les conceptions du bien et du mal, qui sont inculquées notamment au travers des croyances ou d'une éducation quelle qu'elle soit. Et ensuite, on a les croyances, justement, qui sont les convictions de ce qui est vrai ou faux, basées sur les expériences personnelles, les perceptions, les opinions, des preuves matérielles, etc. Donc, comme je l'ai dit, les conditions vont pousser un individu à adopter un comportement dans le but d'atteindre des conséquences positives. Sauf que les comportements n'ont pas toujours les résultats escomptés. Et donc, on peut avoir des conséquences qui vont être négatives. Si vous voulez, les conséquences positives vont augmenter les probabilités qu'un comportement soit réadopté, et les conséquences négatives vont augmenter les probabilités qu'un comportement bis soit adopté. Et donc, de là, qu'est-ce qu'une opération psychologique? Les opérations psychologiques consistent à modifier les conditions et les conséquences, donc les conditions, les causes des comportements et les conséquences, les effets des comportements, de groupes d'individus pour manipuler leur état psychologique et les inciter à adopter des comportements favorables aux objectifs opérationnels, tactiques ou stratégiques d'un État. Et donc de là, on a 3 types d'opérations psychologiques. On a celles tactiques, celles opérationnelles et celles stratégiques. Celles tactiques ont des objectifs de court terme contre des forces ennemies et en soutien des opérations qui sont conduites sur le terrain par des unités tactiques. Donc, par exemple, au moment où l'administration Obama a mis en place une opération spéciale pour capturer et assassiner euh, Oussama Ben Laden, on a eu une campagne médiatique autour de l'événement. Et cette campagne médiatique peut être classifiée comme une opération psychologique tactique. Ensuite, on a les opérations psychologiques opérationnelles. Elles ont pour objectif d'atteindre des objectifs de moyen terme en soutien à des campagnes militaires régionales. Ensuite, on a les opérations psychologiques stratégiques, qui est l'objet de cette conférence. Et leurs objectifs sont larges et de long terme. On vise à créer un environnement international qui va être favorable aux activités militaires, politiques, diplomatiques et économiques de l'État qui va recourir à ces opérations psychologiques. Et donc, peu importe le type d'opération psychologique qui va être employée, elles sont toutes composées de séries. Donc, une série est composée de plusieurs produits psychologiques et actions psychologiques. Un produit psychologique, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne de propagande, si vous voulez, qui a pour but de modifier les conditions et les conséquences perçues des comportements des audiences cibles. Donc, par exemple, ça peut être une séquence au JT de 20 heures.
ça peut être un compte Twitter, ça peut être un manuel scolaire, ça peut être une émission de radio, etc. Ensuite, une action psychologique, qu'est-ce que c'est? C'est une action qui vise également à modifier les conditions et les conséquences réelles des comportements des audiences cibles. Leur but est de réduire les barrières à la persuasion des produits psychologiques. Donc, ça peut être, par exemple, des bombardements qui vont durer sur plusieurs semaines. Ça peut être l'augmentation de la présence de forces de sécurité ou leur réduction. Ça peut être des rencontres diplomatiques. Ça peut être de l'aide au développement, etc. Et donc, les actions et les actions psychologiques et les produits psychologiques vont être disséminés dans un ordre précis afin de modifier un comportement. Donc, il faut savoir qu'il faut plusieurs actions psychologiques et produits psychologiques pour modifier un seul comportement. Donc, par exemple, si vous souhaitez que l'audience cible participe aux élections présidentielles qui arrivent, euh, c'est un seul comportement, par exemple. Et donc, il faudra disséminer tout un tas de produits, donc plusieurs séries, pour modifier ce comportement-là. Donc, comme je l'ai dit, le comportement fonctionne comme ceci. On a des conditions internes et externes, donc les causes des comportements, qui vont pousser les individus à essayer d'atteindre des conséquences positives, sauf que les comportements ne peuvent pas systématiquement permettre à un individu d'avoir des conséquences positives, et donc on a également des conséquences négatives, euh, qui vont pousser un individu à réadopter un comportement ou à modifier son comportement. Et donc, une opération psychologique vient court-circuiter tout ça et en modifiant les conditions et les conséquences réelles et perçues des audiences cibles pour avoir un comportement modifié qui va permettre à l'État qui utilise l'opération psychologique d'atteindre les objectifs spécifiques. Donc, de là, on est en droit de se demander en quoi est-ce que les opérations psychologiques vont être inévitablement employées dans les secteurs de l'éducation des États qui sont visés. Donc, Émile Durkheim, qui est l'un des pères fondateurs des sciences humaines et sociales occidentales, va développer le concept de socialisation. Donc, la socialisation, qu'est-ce que c'est? C'est un processus via lequel on apprend à vivre en société. Et donc, on va apprendre des valeurs spécifiques, des normes, des codes, des règles de conduite et une certaine culture. Et donc, de là, Émile Durkheim va diviser la socialisation en deux catégories. On a la socialisation primaire, celle qui est faite dans la petite enfance, donc au travers de la nourrice, au travers de la famille, au travers de l'école également. Et ensuite, la socialisation secondaire, qui se fait à l'adolescence et à l'âge adulte, notamment au travers du collège, du lycée, des associations, du travail, etc. Des amis également. Et donc, la socialisation, et donc la socialisation primaire et secondaire, vont façonner les identités des individus. C'est-à-dire le moi, comment est-ce que je me comprends dans la société, le nous, comment est-ce que je comprends le groupe auquel j'appartiens, et le vous, l'autrui, comment est-ce que je comprends l'autre. Et donc de là, Michel Foucault, lui, va partir du principe que Michel Foucault, c'est un éminent philosophe et historien français qui, qui a travaillé au XXe siècle et qui a encore une certaine influence dans les États occidentaux, et en particulier en France et aux États-Unis. Et il va proposer que le pouvoir d'éduquer est une capacité à fabriquer de l'ordre social et politique moderne. Donc, le pouvoir d'éduquer permet de transformer les populations en individus qui vont être gouvernables et qui vont être dociles à l'État. Et le plus important, c'est qu'ils vont être utiles aux intérêts nationaux de l'État. Donc, pour ceux qui ont participé à la conférence sur la souveraineté éducative présentée par Prince, donc le directeur d'EPA, dans cette conférence, Prince avait évoqué le fait que
la souveraineté éducative des États, euh, comment dire, il avait évoqué le fait que les États ont recours à l'éducation afin de galvaniser et de créer une identité nationale. Et donc, les États créent au travers de l'éducation un récit historique et national qui va être romantisé, une culture commune, des valeurs communes, et vont utiliser également la langue nationale et plusieurs symboles qui sont associés à la culture pour justement créer une espèce de fierté nationale. Donc notamment au travers des hymnes nationaux, des drapeaux, de la littérature, des systèmes politiques, etc. Et donc partant de ces raisonnements, qui sont largement acceptés en Occident, en théorie, recourir aux opérations psychologiques dans les systèmes éducatifs étrangers permettrait de manufacturer des individus étrangers qui vont être utiles aux intérêts nationaux. Et donc permettrait d'assurer des résultats stratégiques qui seraient conséquents. Passons maintenant au chapitre 2, donc les opérations psychologiques lors de la colonisation et du commerce transatlantique. Il est important de comprendre que aujourd'hui, on a un seul moyen qui va nous permettre, si vous voulez, de prouver l'existence des opérations psychologiques dans les systèmes éducatifs en Afrique et au-delà d'ailleurs. Et ça va être les lanceurs d'alerte. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder dans le passé et voir ce qui a été fait, notamment lors de la colonisation et lors du commerce transatlantique. Par exemple, je vous donne un premier exemple de la Bible des esclaves. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une version de la Bible qui a été distribuée dans les plantations à destination uniquement des personnes mises en esclavage, donc des afro-descendants. Donc, elle a été publiée par le Law and Gilbert Publishing House à Londres en 1807 pour le compte de la Society for the Conversion of Negro Slaves. Donc, une espèce d'association de propriétaires d'esclaves en Grande-Bretagne. Et donc, tous les passages qui vont suggérer la libération des esclaves ou la rébellion vont être omis de la Bible. Donc, par exemple, on va omettre Moïse dans son entièreté. On va omettre le fait qu'il va libérer les esclaves juifs. On va mettre l'accent sur la mise en esclavage de Joseph et sa résignation, sur sa condition d'esclave et son don de soi à Dieu. On va mettre également l'accent sur la résignation de Jésus au moment de sa crucifixion. Et donc, le but de tout ça, c'était de créer des individus complètement dociles à leurs conditions, afin de permettre de créer, si vous voulez, de faciliter les intérêts privés et publics des plantations en Occident. Un second exemple, c'est celui de l'éducation coloniale française. Donc, sous la Troisième République, les manuels scolaires des écoles primaires inculquaient aux enfants des colonies, entre autres, la théorie de la hiérarchisation des races, selon laquelle l'homme blanc était supérieur, et puisqu'il était supérieur, il était de son devoir moral de civiliser les races inférieures, ce qu'on appelle notamment le fardeau de l'homme blanc. On va notamment, au travers des manuels scolaires, aliéner l'identité des populations locales. On va enseigner aux enfants sénégalais et congolais que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Et on va essayer de créer une espèce de patriotisme des indigènes envers la métropole. On va également inculquer les bienfaits de la colonisation, donc les bienfaits civilisationnels et matériels, et le caractère bienveillant du colonisateur. Je vais vous lire un extrait d'un annale de géographie de troisième qui a été rédigé par Marcel Dubois, donc un professeur d'université français à l'époque. Nos procédés généralement doux et humains de colonisation, la tendance de notre caractère national et de nos institutions à donner graduellement les mêmes droits qu'à nous-mêmes aux hommes d'autres races dans la grande communauté française, nous vaudra sans doute à l'avenir une assimilation rapide des colonies à la métropole et écarteront de nous bien des dangers de révolte et de séparation. Vous voyez bien que on enseignait ça à des enfants de primaire.
Donc, une propagande qui paraît inqualifiable aujourd'hui, mais c'était dans les programmes scolaires à l'époque. Et ça, on peut le qualifier de produit psychologique, justement. Euh, donc, on a toute une littérature qui va nous expliquer donc les effets, si vous voulez, de nocifs de l'éducation coloniale sur les pensées des personnes colonisées, les modes de pensée et les états psychologiques des personnes colonisées. Mais on a aussi une école qui va nous expliquer que les effets de la propagande coloniale dans les systèmes éducatifs étaient limités. C'est le cas de Claude Ageron, qui va publier en 1978 un article qui va proposer que les effets de, de l'éducation en matière de campagne de propagande sur l'histoire coloniale française euh, avaient des effets limités, des effets du moins psychologiques limités sur les gens. Pourquoi? Parce qu'il va proposer que on a en regardant le pourcentage de pages dans les manuels scolaires qui étaient consacrés à l'histoire coloniale française, dans l'enseignement primaire, ça représentait 3 à 7%, et dans l'enseignement secondaire, ça représentait 2 à 5%. Et donc, d'après lui, premièrement, il est difficile d'évaluer les effets, et deuxièmement, les effets étaient probablement limités. Donc, il est vrai, si on prend cet argument, il est vrai que l'histoire coloniale a été faiblement enseignée dans les colonies, mais selon moi, Monsieur Ageron s'est complètement trompé de conclusion. Pourquoi? Parce que justement, l'histoire coloniale n'a pas été enseignée euh, dans les colonies. Et l'apprentissage de l'histoire, pardon, était exclusivement centré sur l'histoire de France. Et donc, une histoire qui a été particulièrement romantisée, puisqu'on a complètement occulté le rôle de la colonisation dans le développement, notamment économique et politique de la France. Et on va également inculquer aux enfants que leurs ancêtres étaient des Gaulois. On va également omettre totalement l'histoire des résistances coloniales et l'histoire précoloniale des territoires qui sont colonisés. Et l'éducation, comme je l'ai expliqué précédemment, étant fondamentale dans la création de l'identité des individus, la désinformation va aliéner les jeunesses colonisées, va favoriser un oubli collectif des histoires précoloniales et des mouvements de résistance, et inciter une espèce de rejet de l'histoire, de la culture et des sciences africaines. Et donc, le but, selon moi, de l'éducation coloniale était de faciliter l'extraction des ressources naturelles et d'éviter toute rébellion. Passons maintenant au chapitre 3, les opérations psychologiques dans l'éducation post-coloniale à partir de 1960. Donc, comme vous le savez, de 1960 aux années 90, les systèmes scolaires étaient encore largement dominés par les anciennes puissances coloniales. Et c'est une conséquence directe de la colonisation. Pourquoi? Parce que lorsque le colonisateur quitte les territoires, il embarque tout le matériel et toutes les compétences techniques avec lui. Ce qui fait qu'on aura de graves carences immédiatement après la décolonisation, notamment en matière de système scolaire, d'imprimantes, d'imprimerie, des manuels scolaires, etc. Et en 1990, la Banque mondiale, qui souhaitait rendre l'éducation plus inclusive pour toutes les couches sociales marginalisées dans les États en voie de développement, euh, va mettre en place un système de financement au travers de projets d'aide au développement, de l'achat des manuels scolaires par les États. Cependant, ces projets d'aide au développement étaient conditionnés à des réformes de libéralisation des marchés publics d'acquisition de manuels scolaires. Et donc, pour se conformer à ces exigences de la Banque mondiale, les organisations régionales vont adopter des directives et c'est le cas notamment de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Donc, le Conseil des ministres de l'UEMOA va adopter en 2005 la directive 04/2005 CM UEMOA.
Donc, cette directive a pour but de réguler les procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et et des délégations de services publics. Et donc, ce document juridique lie légalement les États membres de l'UEMOA qui avaient l'obligation de se conformer aux dispositions de cette directive sous 2 ans. Autant vous dire que cette directive est une catastrophe pour la souveraineté éducative des États membres de l'UEMOA. J'ai listé tous les articles qui, selon moi, sont particulièrement problématiques et je vais vous expliquer pourquoi, justement, cette directive est une catastrophe. Donc, d'abord, on a l'article 8 qui fait en sorte que la directive concerne également les aides au développement issues des bailleurs de fonds internationaux, qu'ils soient multilatéraux ou unilatéraux. Ensuite, on a les articles 20, 23 et 46 qui vont mettre en place des critères particulièrement stricts d'évaluation. Donc, on va prendre notamment des critères financiers. Toute entreprise qui répond à un appel d'offres doit justifier des expériences sur des marchés similaires, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise qui souhaite répondre à un appel d'offres, il vous faut une justification en matière d'expérience sur d'autres appels d'offres réussis du coup et qui sont similaires notamment. Il faut justifier également le capital humain et il faut justifier enfin le capital fixe à la disposition de l'entreprise. Ensuite, l'article 29, 66 et 59 va faciliter la corruption. Pourquoi? Parce que les décisions qui vont être prises par les commissions d'évaluation et tout le processus qui pousse qui permet aux commissions d'évaluation de choisir l'entreprise qui sera élue est strictement confidentiel. Et donc, par ailleurs, l'un de ces articles va interdire toute négociation entre les entreprises et les pouvoirs publics. Ensuite, on a l'article 26 et 62 qui va mettre en place une préférence nationale et communautaire. Vous me direz, c'est une plutôt bonne idée. Et donc, l'offre la moins chère et l'offre la plus chère. L'offre la plus chère, si elle dépasse les 15% de l'offre la moins chère, et si elle est proposée par une entreprise qui est issue de la région, donc une entreprise locale, donc la commission d'évaluation va préférer l'entreprise qui est la plus chère, justement. Également, on a si une entreprise sous-traite à hauteur d'au moins 30% du prix justement de l'offre, cette entreprise-là va pouvoir bénéficier d'une préférence locale. Mais le problème, c'est que les articles 26 et 62 n'excluent pas les filiales et les succursales et les franchises des multinationales. Donc, autrement dit, une multinationale, donc par exemple, je sais pas moi, Hachette Livre, peut avoir une filiale au Sénégal et cette filiale pourra légalement être considérée comme une entreprise locale. Et donc, vu que Hachette a des profits qui se calculent en milliards d'euros par an, comment voulez-vous qu'une entreprise locale puisse être mise en concurrence avec une multinationale pareille? Et donc, autrement dit, cette directive 04/2005 CM-UMOA a des effets qui sont particulièrement néfastes pour la souveraineté éducative des États de la région. Pourquoi? Parce qu'elle exclut les entreprises locales de leur propre marché public. Et on va, en parallèle, inviter des multinationales étrangères. Et donc, on va faciliter le recours à des produits psychologiques dans les manuels scolaires des maisons d'édition des États étrangers. Et donc, si sur la période des années 90 à aujourd'hui, on a eu une augmentation
du nombre de maisons d'édition locales dans l'UMOA. Euh, Concrètement, il n'y a pas énormément de différence entre les maisons d'édition qui publiaient les manuels scolaires à l'époque de la colonisation et les manuels et les maisons d'édition qui publient encore aujourd'hui les manuels scolaires des États africains. Donc, la directive 04/2005 CM, elle permet, comme je l'ai dit, en particulier à 2 milliardaires français et leurs groupes et leurs maisons d'édition de monopoliser, si vous voulez, le marché public. Et on a Vincent Bolloré et Lagardère, deux tenants de la France-Afrique. Pour Bolloré, pour ceux qui ne le savent pas, il contrôle entièrement Canal+, C8 et CNews, donc des chaînes d'information en continu en France. On sait qu'il a eu recours à plusieurs méthodes de censure, notamment sur des documentaires de Canal+. On sait également que les chaînes d'information continue, dont CNews, propagent des idées d'extrême droite en France. Et également, on a eu un scandale en 2018 et une mise en examen en France pour corruption d'agents publics étrangers. Donc, ce scandale, pour vous donner un petit peu de contexte, il est en lien avec le groupe Havas. Donc, le groupe Havas, c'est une filiale du groupe Bolloré qui est spécialisé dans la communication. Et donc, Bolloré a utilisé ce groupe pour effectuer les campagnes publicitaires et les campagnes présidentielles de plusieurs États africains. Et en échange, on lui donnait les concessions portuaires de ces États. Le résultat de cela, c'est que aujourd'hui, Bolloré possède quasiment toute la côte ouest africaine, si ce n'est pas tous les ports africains. On a eu une information selon laquelle il souhaiterait vendre toutes ces concessions portuaires, mais le fait est qu'il a dominé la logistique africaine pendant des décennies. Ensuite, on a Lagardère, notamment au travers du groupe de la maison d'édition Hachette, de Edicef, Larousse et Armand Collin. Pour ceux qui ne le savent pas, Lagardère, c'est un ex-vendeur d'armes français qui détenait le groupe Matra et qui avait des parts de marché dans le EADS. C'est l'ex-Airbus, si vous voulez. Et Lagardère a des liens étroits qui sont documentés des liens étroits avec l'armée française, avec les services de renseignement, etc., dont la DGSE et dont les renseignements généraux, qui sont très probablement très impliqués dans les opérations psychologiques de l'armée française, notamment. Et le dernier point, c'est que Lagardère possède Armand Collin. Armand Collin, c'est quoi? C'est une maison d'édition qui publiait des manuels scolaires de géographie qui étaient enseignés dans les colonies lors de la Troisième République. Donc, au regard de tous ces faits-là, à mon sens, c'est une folie de laisser notre éducation, l'éducation des enfants africains à ces groupes-là. C'est une hérésie. Et donc, on a d'autres groupes et d'autres maisons d'édition qui vont bénéficier également de la directive 04/2005 CM. On a notamment Albin Michel, on a Humaine 6 et les éditions Belin qui sont détenues par le groupe d'assurance Score SE. On a les éditions Atier, etc. Donc, par exemple, en 2018, au Sénégal, l'appel d'offres pour l'acquisition de manuels scolaires allant du CP à la terminale a été remporté par 5 éditeurs. 2 seulement étaient sénégalais. Imaginez ça en France. C'est impensable. Et donc, l'un des résultats de cela, à mon sens, il a été le mieux décrit par Antoinette Fall-Correa, qui est la directrice des éditions PLD au Sénégal, qui va expliquer dans une interview que seul le marché du manuel scolaire marche réellement au Sénégal.
ce marché-là, en particulier, c'est celui qui est le plus rentable dans ce pays-là. Et donc, euh, le, le fait que les marchés publics soient complètement verrouillés en ce qui concerne les entreprises locales, c'est un manque à gagner qui est particulièrement important. Et donc, c'est une autre conséquence, au-delà des conséquences des opérations psychologiques, c'est une conséquence qui est économique également. Et une autre conséquence que j'ai notée, c'est que, du moins c'est une conséquence plutôt pas uniquement de la directive que j'ai mentionnée, mais c'est une conséquence plus générale de la politique de la Banque mondiale, c'est que sur tout le continent africain, on a 177 maisons d'édition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement peu. Par exemple, en France, pour une seule catégorie littéraire, hein, on a plus d'une centaine de maisons d'édition. Donc, à l'échelle du continent entier, 54 pays, on n'a que 177 maisons d'édition. J'espère que ça vous a choqué. Euh, donc, en ce qui concerne la CEDEAO, on a 58 maisons d'édition sur toute la région et on a uniquement 13 de ces maisons d'édition qui vont produire des manuels scolaires. 75% des 58 maisons d'édition sont concentrées dans 5 États uniquement. On a 27% au Nigeria, on a presque 14% en Côte d'Ivoire, pareil au Ghana, 10% au Bénin et 10% au Sénégal. C'est extrêmement peu. Ensuite, une fois qu'on a parlé des opérations psychologiques qui sont menées dans les secteurs éducatifs, il faut nécessairement parler des effets de ces opérations psychologiques. Et donc, un moyen de le faire, c'était d'analyser s'il y avait une corrélation entre le lieu d'étude d'un chef d'État et les relations diplomatiques qui vont être entretenues avec l'État responsable de son éducation. Donc, voici un tableau qui explicite un petit peu tout ça. Donc, ici, attendez que j'ouvre. Voilà. Donc, ici, on a les États dans cette colonne-là. On a les présidents actuels. J'ai posé la question, est-ce que les relations bilatérales sont cordiales? Et je réponds à la question oui ou non. Je réponds à cette question en me basant sur le nombre de visites officielles entre la France et le président actuel. Je me base également sur l'existence de partenariats de défense, notamment, mais je l'ai pas fait apparaître dans le tableau. Je pose la question, est-ce que le président a été éduqué en France ou lors de l'ère coloniale? Je réponds à la question par oui ou non. Et ensuite, afin d'avoir un contrôle, donc un contrôle, c'est si vous voulez, c'est la prise en compte de facteurs qui peuvent également expliquer le fait des, que les relations bilatérales soient bonnes. Et donc, j'ai utilisé celui-ci, c'est est-ce que le président actuel a été employé par la France, donc du moins par les pouvoirs publics français, avant d'être au pouvoir. Et donc, les résultats sont équivoques. Hein. Les données suggèrent fortement une corrélation entre le lieu d'étude, le contrôle de l'éducation par la France, et les relations bilatérales. Donc, on a 11 présidents sur 14, ça fait 78,6%, qui ont de très bonnes relations bilatérales avec la France. 9 sur 11, 81,8%, ont effectué leurs études en France. Et seuls 2 n'ont pas effectué leurs études en France, mais les ont effectuées dans des États alliés de la France. Donc, on a Ouattara, donc le président de la Côte d'Ivoire, qui a fait ses études aux États-Unis, et on a Mohamed Bazoum, le président du Niger, qui a fait ses études au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop notamment. On a uniquement 3 présidents sur 14, donc ça représente 21,4%, qui ont des relations dégradées ou temporairement suspendues avec la France. Il s'agit de Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, le président de la transition malienne Assimi Goïta et le président de la transition burkinabé Ibrahim Traoré. Chacun de ces présidents ont effectué leurs études dans un État allié de la France
Et pour Faustin Archange Touadéra, il a effectué ses études en France. Donc le seul facteur qui a véritablement causé une dégradation des relations entre ces États-là, donc la République centrafricaine, le Mali et le Burkina Faso et la France, c'est plutôt les choix souverains de défense de ces États, et notamment leur rapprochement avec Wagner. En ce qui concerne la République centrafricaine, il faut rappeler que la dégradation des relations entre cet État-là et la France, elle a été initiée par la France. Pourquoi? Parce que la France avait mis en place l'opération Sangaris, qui était une opération de stabilisation de la région, parce qu'il y a énormément de groupes terroristes et de groupes armés en République centrafricaine qui causent énormément de dégâts, un peu à la manière du Mali. Sauf que du jour au lendemain, la France a décidé de retirer, de mettre fin à l'opération Sangaris. Ce qui fait que le président Faustin Archange Touadéra, qui manque cruellement de moyens militaires à sa disposition, a fini par se tourner vers un, un partenaire de défense qui se trouve être Wagner, donc le groupe de la société de sécurité privée russe. Et Excuse-moi, donc, Karim. en ce qui concerne le Mali, Karim, excuse-moi, oui. Karim, un instant. J'ai l'impression que tes slides, depuis que tu as commencé, ça bouge pas. Est-ce que c'est normal? Juste pour savoir. Peut-être que c'est mon écran Ah qui a non, ça bugué. bouge. Ah non, 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 ça Ah, bouge, hein. d'accord. Est-ce que ça bouge pour tout le monde? Non, Ça chez bouge? moi aussi, Ah ça non, ça bouge. bougeait pas. C'était figé. C'est maintenant que ça bouge. Ah, Ah, depuis tout à l'heure, je me dis, mais en fait, est-ce que c'est un bug chez moi ou, d'accord, ok. En fait, ça bougeait ok. pas pour tout le monde, apparemment. Donc, bon, c'est pas grave. Je pense que, bon, moi, à l'écoute, ça Écoutez, allait, hein. je vais vous envoyer une copie. Attendez. Tu peux Ah, mais l'envoyer sur fallait me dire. sur le chat directement, ouais. Oh, ouais, j'envoie dans le groupe. Une seconde. C'est vrai que j'y ai pas du tout pensé. Où est-ce qu'il est? Ok, il y a pas de problème. Mais je pense que tout le monde était attentif, l'air de rien. On était beaucoup plus attentifs. Oui, et Mais moi, c'est vrai que les slides, ça pouvait je pense qu'on était très attentifs, en fait. C'est pour ça que, enfin, pour ma part, j'ai même pas fait attention à cela. J'étais absorbée par l'exposé. Tu nous as captivés, Karim, je te Bon, laisse bah, continuer. c'est une bonne chose, mine de rien. Donnez-moi une seconde que je partage ça. Je ne sais pas comment on fait. Cette fois, je vais copier ça directement. Ah, il veut pas. C'est pas grave, continue comme ça, on va l'envoyer plus tard. Continue comme ça, c'est pas grave. Donc, ouais, je vous l'enverrai plus tard. Vous feuilleterez donc la présentation. Mais c'est dommage parce que j'ai un graphe justement que je voulais vous présenter juste là, qui montre le nombre de morts, euh, le nombre de morts et le nombre d'attentats qui ont eu lieu au Mali des années 90 à 2019. Donc, des années 90 à 2012, c'est quasiment le néant. Et ensuite, en 10 ans de Serval, de Barkhane, de la MINUSMA et du G5 Sahel, de 2014 à aujourd'hui, on va avoir une augmentation fulgurante du nombre d'attaques terroristes. Et donc, on va avoir une augmentation de 136% sur la période 2013-2019. Si on prend en compte la période 2011 à 2019, c'est une augmentation qui est de 3325%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et ensuite, au Mali, en 2013, on va passer à 65 personnes qui vont être tuées lors d'attentats terroristes. Et en 2019, on passe à 759, juste sur l'année 2019. C'est une augmentation de plus de 1000%. Ensuite, au Burkina Faso, on passe de 51 morts en 2016 à 602 morts en 2019. Pareil, une augmentation de plus de 1000%. Et tout ça avec une multitude d'acteurs de défense sur le terrain, donc notamment Serval, Barkhane, la MINUSMA, le G5 Sahel. Et donc, on peut comprendre pourquoi est-ce que ces États-là ont pris la décision de changer de partenaire de défense, parce que concrètement, ils ont été complètement inefficaces.
on voit carrément une corrélation entre leur présence et l'augmentation du nombre de morts. Donc on est en droit de se poser des questions. Ce qui a fait que ces États-là ont pris la décision de changer de partenaire, ce qui est parfaitement compréhensible. Après, on peut discuter de la nature de Wagner, de son autoritarisme et de ses plusieurs crimes de guerre qui ont été notamment documentés dans plusieurs médias. Mais le fait est que les partenaires de défense de l'époque étaient particulièrement inefficaces. Et donc, on a poussé, si vous voulez, les autorités maliennes, burkinabées et des républiques centrafricaines dans les bras de la Russie. Et donc, comme je l'ai dit, les données suggèrent fortement qu'il y a une corrélation entre le lieu de l'éducation des présidents en fonction et les relations bilatérales qu'ils vont entretenir avec la France. Donc, autrement dit, les opérations psychologiques françaises sont particulièrement efficaces, du moins celles qui sont mises en place dans le secteur éducatif africain. Donc, en conclusion, la socialisation est un processus qui dure tout au long de la vie d'un individu. Donc, il faut prendre en compte les opérations psychologiques dans leur ensemble, celles stratégiques, celles opérationnelles et celles tactiques, qui sont employées dans toutes les étapes des processus de socialisation des individus. Donc, que ce soit dans les secteurs éducatifs, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les associations, dans les études supérieures, dans le travail, dans les médias, etc. Et donc, dans cette conférence, on a vu l'exemple des manuels scolaires, Hachette, Editis, Armand Collin, etc. Et je vais vous en donner deux nouveaux, qui sont donc disséminés par la France. Celui, par exemple, du réseau mondial des établissements scolaires français, et celui de Gauthier Pasquier, qui est un troll sur Twitter. Donc, le réseau mondial d'établissements français, qu'est-ce que c'est? Donc, en 1990, le ministère des Affaires étrangères français va créer l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AFE. Et donc, cette agence a pour but de accompagner, de promouvoir, de développer un réseau scolaire mondial. Et aujourd'hui, enfin, du moins en 2022, d'après leurs données, il était composé de 566 établissements scolaires privés à travers le monde, notamment à travers 138 États. En ce qui concerne l'Afrique, elle représente 182 établissements et c'est 32% du réseau mondial de l'AEFE. On voit notamment où est-ce que le ministère des Affaires étrangères met ses priorités. On a 101 établissements partenaires. Donc, les établissements partenaires font référence à des établissements dont les programmes scolaires peuvent être utilisés à 100% et émanent du ministère des Affaires étrangères français. On a 44 établissements conventionnés. Donc les établissements conventionnés, donc c'est des établissements qui ont signé des conventions et dont une partie des employés est issue de l'éducation nationale française et une partie des employés est issue de la population locale. Mais à mon sens, le recrutement est fait avec justement le consentement de l'AEFE. Donc, chaque décision au quotidien du fonctionnement administratif et du fonctionnement des programmes scolaires, etc., sont prises par les établissements scolaires et l'AEFE a un droit de regard sur tout le fonctionnement administratif, si vous voulez. Et donc les établissements, j'ai oublié de le mentionner, les établissements sont des établissements de droit privé qui sont français ou étrangers. Et enfin, on a 37 établissements qui sont directement administrés par l'AEFE. Et donc, en Afrique, le top 10 des États africains en termes de nombre d'établissements AEFE, on a le Maroc avec 40 établissements, on a Madagascar, 23 établissements, la Tunisie, 22, le Sénégal, 17, la Côte d'Ivoire, 13, le Gabon, 11, le Cameroun, 5, les îles Maurice, 5, le Mali, 4,
et le Nigeria 3. Comme je l'ai dit, ce sont des établissements qui sont privés. Et donc, les populations qui vont emmener leurs enfants dans ces établissements-là ont les moyens. Donc, autrement dit, on parle de la bourgeoisie locale. Et on va essayer justement de créer, de disséminer des opérations psychologiques euh, auprès des futures élites de ces États. À mon avis, c'est le but de cela. Et donc, on est sûr à près de 99,9% que des opérations psychologiques sont disséminées au travers des établissements partenaires conventionnés et ceux administrés directement par la AEF. Le deuxième exemple, c'est Gauthier Pasquet. Il me semble qu'il est possible que vous ayez entendu parler de lui. Donc, un article du Monde est paru récemment et nous explique que il s'agit d'un troll. Donc, ce compte Twitter a plus de 24 000 abonnés et d'après l'enquête des journalistes du Monde, c'est un troll. Pourquoi? Parce que premièrement, déjà dans sa description, vous ne le voyez pas, mais euh, euh, il nous explique qu'il est journaliste indépendant chez RFM TV. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, RFM TV, c'est une chaîne de radio et télévisée de musique. Il n'y a aucun contenu, il n'y a aucun contenu journalistique qui est proposé par les éditeurs de RFM TV. Le deuxième point, la journaliste a contacté justement les éditeurs de RFM TV et la direction. On lui a assuré que il n'y a aucun Gauthier Pasquet, pardon, dans la rédaction. Ensuite, le dernier élément, c'est que l'image, la photo de profil qui est utilisée sur ce compte Twitter est une fausse. Pourquoi? Parce que il s'agit justement d'un journaliste turc qui a à plusieurs reprises contacté l'administrateur du compte Twitter, Gauthier Pasquet, et qui lui a demandé de retirer son image en vain. Et le troisième point, qui n'est pas mentionné par la journaliste, c'est la date de création du compte Twitter. Le compte Twitter a été créé en août 2021 et il est localisé au Mali. Pour ceux qui ne savent pas, en août 2021, ça correspond à la date du premier coup d'État du Mali. Et donc, on a clairement une volonté, si vous voulez, j'ai oublié de préciser également, la journaliste nous explique que les informations qui vont être divulguées par cet individu qui se présente comme un lanceur d'alerte et journaliste indépendant, lit des faits qui sont supposés être classés confidentiels au sein de l'armée française et d'autres faits qui sont de la désinformation. Et donc tous ces éléments-là nous montrent que il s'agit bien évidemment d'un troll, mais pas uniquement d'un troll, un troll qui est administré par les unités d'opération psychologique de l'armée française. Très certainement. Donc de là, je vais apporter quelques recommandations. Mais avant ça, à mon sens, les opérations psychologiques stratégiques qui altèrent les processus de socialisation des populations africaines ont pour but de faciliter les activités politiques, économiques et militaires françaises en Afrique. Et c'est précisément ce que faisait l'éducation coloniale. Donc, selon moi, lutter contre les opérations psychologiques dans leur ensemble, c'est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle pour le continent. Et donc, au regard de ce que j'ai présenté plus haut, il va être essentiel, premièrement, de faire un audit des opérations psychologiques qui sont employées dans les établissements scolaires et universitaires. Il faudra également probablement mettre fin aux établissements scolaires qui sont directement dirigés par des États étrangers, ou du moins les limiter. Il faudra élaborer des méthodes pour assurer une souveraineté politique dans les instances régionales et à l'échelle nationale. Ça peut être fait notamment au travers de décrets anti-lobbyisme, de décrets prévoyant le refus systématique de programmes d'aide au développement qui sont conditionnés au travers notamment de la sortie du franc CFA. À mon avis, c'est inévitable. Pourquoi? Parce que la France, notamment,
dans la banque de la BCAO, de la BCC, celle des Comores, et dans la banque centrale de, euh, de, de, de l'Afrique centrale, la France a systématiquement des représentants dans ces instances décisionnaires qui ont des droits de veto. Donc, c'est une ingérence sans fin. Si vous voulez bloquer un pays, il vous suffit de passer par ces banques centrales, vous bloquez les financements qui sont octroyés par la Banque centrale aux États, et c'est précisément ce qui a été fait notamment en Côte d'Ivoire en 2011 pour déloger Laurent Gbagbo de son poste de président. Et donc, à mon sens, il va être essentiel à un moment donné de créer une devise euh, locale et panafricaine et une zone économique panafricaine, une espèce d'États-Unis d'Afrique avec une monnaie unique et des échanges commerciaux qui vont être facilités. Il faudra également adopter des décrets protectionnistes qui vont favoriser l'acquisition des marchés publics par des entreprises locales et exclure les entreprises multinationales, du moins dans certains marchés. Parce que dans certains marchés, ça va être plus bénéfique aux États de permettre à des multinationales étrangères de travailler, par exemple dans le BTP, etc. Mais il faudra clairement, en ce qui concerne les marchés, par exemple des manuels scolaires, des marchés publics, il va falloir clairement exclure les entreprises multinationales étrangères, dont les filiales, les succursales, etc. Toute entreprise qui est affiliée à une multinationale étrangère devrait être exclue des marchés publics, à mon sens. Ensuite, il va falloir mettre en place un système de mise en commun des capacités de production des manuels scolaires et de logistique, et pourquoi pas la création de manuels scolaires, de programmes scolaires, notamment en histoire et en géographie communs, au travers le continent, au travers les régions ou à l'échelle du continent tout entier. Créer un système de subvention des entreprises locales qui va répondre au marché public. Abroger la directive de 04/2005 CM UMOA. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais concernant la directive 04/2005 de CM, il y a une anecdote qui est particulièrement outrageuse à mon sens, qui risque de vous intéresser. Si vous voulez, le président du Conseil des ministres qui va signer la directive en question, donc il s'agissait de Monsieur Célin, il me semble, l'ancien ministre de l'économie et des finances du Bénin, va être inculpé pour des faits de corruption extrêmement graves. Donc la police du Bénin va saisir plus de 100 kilos à son domicile et 200 millions de francs CFA en liquide. Et pourtant, la directive qu'il a signée en tant que président du Conseil des ministres de l'UEMOA ne va pas être remise en question. On va pas se poser de questions sur est-ce qu'il y a eu éventuellement des conflits d'intérêts qui ont poussé le président du Conseil des ministres à adopter telle ou telle disposition. À mon sens, ça devrait être un scandale, mais c'est une bombe nucléaire, cette affaire. Donc, il a été, donc, si vous voulez, la directive a été signée en décembre 2005 et cet individu a été interpellé, il me semble, en juillet 2006, donc à quelques mois à peine. Donc, aux États-Unis, par exemple, dans n'importe quel état de droit, ça devrait fonctionner comme ça, à mon sens. Quand un juge ou un policier est condamné pour une affaire de corruption, systématiquement, toutes ces affaires vont être remises en question. Donc, toutes les personnes qu'il aura mis en prison vont être libérées de manière temporaire, le temps qu'on refasse une enquête et qu'on refasse un nouveau procès. Et dans certains cas, il n'y a pas de nouveau procès d'ailleurs. Donc, pour moi, toutes les directives et tous les documents juridiques qui ont été mis en place par cette personne-là devraient être abrogés ou révisés.
Et là, en l'occurrence, la directive 04/2005 CM est un véritable scandale en matière de souveraineté éducative et en matière notamment de passation des marchés publics. J'espère que ça vous fera réagir. Je ne peux pas avoir de vos réactions, donc c'est particulièrement dommage, mais à mon sens, c'est un scandale. Ça devrait être une bombe nucléaire. Et enfin, la dernière recommandation que je voudrais donner, ce serait de réviser toutes les lois, comme je viens de le dire, auxquelles des individus qui sont visés par des enquêtes pour corruption ou conflit d'intérêts ont participé. Mais je peux donner toutes les recommandations du monde tant que nos présidents africains ont leurs intérêts propres au-dessus des intérêts supérieurs des nations et des intérêts panafricanistes. Pour moi, toutes ces recommandations sont vides de sens. Et ça va être tout pour moi. Je vais donner la parole à Gédéon et on pourra passer à la phase de questions.